Vous l'aimez ce petit décor aseptisé? Blanc, vide, monotone, inintéressant. Comme la musique d'aujourd'hui. Oh, il est dur. Non, je plaisante, mais à moitié. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses que j'aime pas dans la musique actuelle. Ça va être mes hot takes, comme on dit en anglais, mes sujets polémiques. Je précise avant tout quand même que je suis loin de penser que c'était mieux avant. Il y a de la musique actuelle qui est vraiment bien. Là, en fait, je provoque un peu. Je pense qu'on n'est pas dans une pire période que d'habitude en matière de musique. J'entends souvent autour de moi, ah, c'était mieux la musique avant et tout ça, et je suis pas forcément d'accord là-dessus. Ça va pas m'empêcher d'évoquer quand même 3 choses qui m'agacent dans la musique aujourd'hui, qui me font penser que... Pourquoi ? Voilà, deuxième précision, je pense que c'est quand même tout le temps la composition et la musique globale qui l'emporte. Donc peu importe les éléments que je vais évoquer, si la musique est intéressante à écouter et qu'elle nous fait voyager, elle nous évoque quelque chose, elle nous plaît, elle nous parle, et que la globalité prime sur l'élément en particulier, eh ben c'est la musique qui gagne. Donc le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est l'uniformisation des sons. Et l'uniformisation des sons, c'est-à-dire tous les instruments qui sonnent de la même façon d'un groupe à un autre, ou bien la façon d'écrire la musique qui sonne pareil. Et je peux prendre un exemple pour ça, et je vais parler d'un style qui m'est suggéré sur YouTube, donc je trouve souvent des nouvelles suggestions et des nouvelles choses à écouter. Donc c'est le style metal et rock, et en particulier metal mélodique. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu metal symphonique ou du metal avec des chanteuses, etc. Il y a des choses que j'aime bien. Si je prends vraiment un exemple précis, c'est la scène hollandaise où il y a eu des groupes, il y a notamment un compositeur que j'adore qui s'appelle Arjen Lucassen qui touche à cette scène-là et qui travaille en collaboration avec pas mal de chanteurs et de chanteuses dans ce milieu-là. Donc par lien, je tombe souvent sur des suggestions de ces groupes-là, même si je les écoute pas forcément, quoi. Il y a quelques trucs qui me plaisent, et puis par curiosité, je jette une oreille là-dessus. Et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de groupes dedans qui sonnent pareil, tout simplement. Ils ont le même accordage de guitare, ils ont les mêmes sons de batterie, ils écrivent les chansons de la même façon. D'ailleurs, alors c'est une petite scène, c'est un pays où je pense que les groupes répètent à peu près dans les mêmes villes, ensemble et tout, donc ils se connaissent. Mais ce qui fait qu'ils ont des invités d'un groupe à un autre, et du coup on se retrouve avec les mêmes voix aussi. Mais c'est dans la composition à la limite que c'est plus frappant, parce que tout le reste c'est pas gênant à la limite. Si on fait de manière originale un son à soi et tout, mais dès qu'il y a les mêmes accordages de guitare, dès qu'il y a les mêmes participants parfois, et même si les chanteuses ont quand même une voix différente, finalement ils écrivent les chansons de la même façon, ils chantent à peu près de la même façon, parce que tout ça s'est énormément standardisé aussi. Ils ont les mêmes sons de batterie comme je disais. Donc le son de batterie en particulier qui m'agace énormément quand j'entends un groupe comme ça, c'est une sorte de son un peu carton-pâte d'une batterie où on a voulu vraiment compresser et mettre beaucoup de puissance, tout ça pour dire de faire de la puissance. Donc la dynamique en musique et sur un instrument, c'est le rapport entre les notes les plus fortes et les notes les moins fortes. Et en fait, ils ont tendance à les rapprocher comme ça pour que ça sonne vraiment puissant et que ça donne un truc rentre dedans. Sauf que ça fait maintenant un son hyper cliché que tout le monde a, parce que tout le monde fait la même chose dans ces styles-là, avec un son qui est vraiment rentre dedans pour dire d'impressionner. Mais alors en plus, si on pense que les guitares elles sont mises pareil au même niveau pour dire de donner de la puissance, les voix c'est pareil et tout ça, en fait ça fait un truc qui est pas hyper intéressant à écouter, et tout c'est standardisé. Donc je prends vraiment cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, mais je pense qu'on pourrait dire ça d'un tas de styles pareils, quoi. Dans les chansons variétés, c'est pareil, ils ont les mêmes gimmicks, les mêmes façons d'écrire la musique, avec les mêmes mélodies qui vont marcher, les mêmes accords, les mêmes sons, la guitare est produite d'une certaine façon, la voix est produite d'une certaine façon, mais les mêmes effets dessus. Voilà, tout c'est standardisé, ça marche pour tous les styles de musique, franchement, on peut dire ça, quoi. Ce qui est bien, c'est que dans un style, chacun puisse avoir son identité, sa patte propre et tout. Je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir le même son qu'un tas d'autres groupes sous prétexte qu'on est dans cette niche ou dans ce style de musique particulier, quoi. Je trouve qu'il faut trouver vraiment un truc qui sorte de l'ordinaire, et puis surtout faire son truc à soi sans code particulier, quoi. Alors justement, la nuance que j'apporte à ça, c'est que si on respecte pas les codes particuliers ou quoi, on se retrouve pas dans une niche, on se retrouve pas dans un truc assez lisible et clair. Et à partir de là, comment se faire connaître, comment trouver son public, c'est quand même pas évident. Un deuxième truc qui m'agace vraiment, c'est l'autotune.
Donc pour ceux qui ne savent pas, l'autotune, c'est donc automatique, tune, le réglage. Donc on parle de réglage d'instruments, de réglage de la voix en particulier, et là je parle vraiment de l'autotune sur la voix. Quand je me promène dans la rue et qu'il y a des gens qui mettent leur musique, qui en font profiter tout le monde, déjà ça, rien que ça c'est agaçant. Et quand des gens font ça, il y a 9 chances sur 10 que ça soit le même type de musique. C'est de la voix, des voix hyper autotunées. Alors en plus, aujourd'hui, on a tendance à produire la voix au-dessus de l'instrumental, et c'est des musiques où il y a de l'instrumental assez minimaliste, donc la voix passe vraiment au-dessus, on n'entend que ça, et l'autotune dessus, en réalité, ça fait une voix robotique. L'autotune, c'est un outil à la base, et notamment qui peut être utilisé en pitch correction, donc c'est-à-dire la correction de la justesse de la voix. Donc en utilisant un outil, moi j'ai rien contre ça. De toute façon, c'est un standard des studios, tout le monde utilise ça, il n'y a pas un groupe qui y échappe. Toutes les voix enregistrées dans les albums de musique, dans les enregistrements de musique, passent par l'autotune. De toute façon, l'oreille du public n'est plus habituée à entendre des voix avec des imperfections. Donc c'est complètement culturel maintenant. On n'entend plus de choses avec des imperfections et ça nous frappe tout de suite, quoi. Alors que dans les années 70, si on prend un enregistrement studio, on entendrait des guitares un petit peu légèrement désaccordées, on entendrait des imperfections dans la voix, elle n'était pas nickel tout le temps dans la voix des chanteurs. Donc voilà, c'était comme ça, les temps ont changé, donc j'invente rien, hein, c'est clairement écrit dans des manuels de mixage de musique que l'oreille n'a plus l'habitude de ça. Maintenant, la voix doit être nickel quand on enregistre de la musique. Donc même moi j'utilise ça, je pense pas être un mauvais chanteur, j'ai pu être mauvais, hein, jusqu'à même récemment, si on parle en années, je me suis vraiment amélioré ces dernières années sur le chant, d'ailleurs sinon je donnerais pas de cours de chant tout simplement. Donc aujourd'hui je pense pas être un mauvais chanteur, mais j'utilise quand même des corrections sur mes voix, histoire de bien mixer la voix dans la musique, histoire de pas laisser les choses au hasard. En plus, c'est pas que de la correction de la justesse, parce que on peut être très juste et sonner quand même en dehors du mix dans la musique. Mais cette correction apporte aussi une façon de lisser un peu certaines notes ou certaines sonorités, ce qui permet d'avoir un mixage plus clair et une voix qui est plus harmonieuse avec la musique. Donc ça c'est un outil, tout le monde l'utilise, clairement, il y en a qui l'utilisent même en live. De toute façon, si je reviens un peu en parlant de studio, avant que cette technologie-là existait, les gens trouvaient des astuces pour corriger la voix en trafiquant un peu la vitesse de la bande magnétique qui enregistrait donc sur les cassettes ou les bobines en studio. J'ai lu ça dans une interview d'un groupe métal que j'aime bien, j'étais assez étonné. Donc bref, des astuces comme ça pour corriger un peu la voix et les imperfections, ça existe depuis toujours, mais c'est un outil. Maintenant on peut utiliser ça comme un effet, et ça c'est clairement assumé dans des styles musicaux modernes, et on entend énormément ça dans le rap, dans le hip-hop et tout ça, mais c'est des voix hyper robotiques, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut marmonner un truc en studio, et on nous fait un chant avec ça, un chant, une sorte de mime de chant, parce que tout passe par l'autotune, et tout est robotique et tout. Alors, moi je trouve ça horrible, et je trouve ça moche, parce que c'est hyper abusif, c'est même très caricatural. Je pense qu'on trouvera à un moment donné, sans doute, je sais pas comment va évoluer la musique, mais on trouvera sans doute ça aussi caricatural que la musique des années 80, où il y avait juste la batterie des années 80 et les sons synthétiques de synthé et tout ça, où il y avait vraiment des choses très clichés. Alors, pour une esthétique ou une nostalgie de l'époque, il y a beaucoup de gens qui aiment encore ça, ou qui se rappellent de leurs souvenirs de ça. Moi je trouve que quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui ont mal vieilli comme ça, quoi. Et je pense que cette histoire d'autotune dans la voix à l'excès, comme c'est le cas dans ces musiques qu'on entend, des personnes qui peuvent écouter ça dans la rue, ou fort dans leur voiture, etc. Alors il se pourrait que ça vieillisse aussi mal. Ça on peut pas savoir, hein. Ça se trouve ça sera toujours un truc hyper canon à écouter, je sais pas. Et donc le troisième sujet que je veux aborder, c'est la thématique des chansons. Et thématique universelle dans les chansons, de quoi on parle? D'amour évidemment, des relations amoureuses, et c'est vrai que toutes les chansons quasiment toutes parlent de ça, quoi. Et le problème que j'ai avec ça, c'est pas tellement le sujet qui est universel et dont je peux comprendre qu'on soit inspiré par ça. Moi-même j'ai des inspirations de ce côté, et j'ai écrit sur des choses, même dans l'album qui va venir. Mais c'était la façon dont c'est traité, quoi. Je trouve que les 3/4 des chansons qu'on entend, en tout cas en radio ou quoi, c'est toujours du pleurnichage, c'est toujours moi, toi, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je regrette, je suis parti, t'es plus là, bon, c'est des trucs, c'est toujours du pleurnichage et de l'apitoiement ou du regret et tous des remords. Alors faut savoir aussi qu'en musique, il y a le mode mineur et majeur, et la plupart des musiques qu'on entend, c'est du mode mineur, et le mode mineur est assez mélancolique.
on peut détourner ça et jouer avec ces couleurs sonores, mais c'est quand même une tonalité mélancolique. Et ce sujet de l'amour et des relations, dont on n'aura, je pense, jamais épuisé la matière, il est traité de manière vraiment un peu déplorable. J'arrive pas à comprendre, parce que il y a tellement en France de poètes, d'écrivains qui ont dit des choses aussi banales, mais d'une manière tellement belle et magnifique, que j'arrive pas à comprendre qu'en fait, avec ce niveau-là j'ai envie de dire de simplisme, de simplicité, mais j'allais dire de médiocrité, quoi. C'est un peu dur, mais j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est pas possible, quoi. Et ça me dépasse vraiment. Alors ça alimente un peu ma réflexion sur un truc que j'avais beaucoup pensé à l'époque de l'écriture de l'album Stories of Attachment and Deliverance. C'est que je m'intéressais beaucoup à ce qui s'appelle l'objective art, c'est-à-dire l'art objectif, l'art qui n'est pas subjectif, qui parle pas que de soi, quoi, de sa propre expérience, petite expérience dans la vie, ou de son moi tout le temps. Et en gros, je me suis intéressé à deux personnes qui ont parlé de ça. C'est Gurdjieff. Gurdjieff, c'est un penseur, philosophe géorgien, il me semble. Et Osho, qui parle de Gurdjieff, donc qui a confirmé un peu sa pensée, qui l'a approfondi un peu. Et il parle donc de l'art objectif. Et moi, tel que je l'interprète et tel que je le comprends, je ferai 3 couches en fait. Je ferai une première couche qui est tout ce qui concerne le moi. Donc c'est moi, ma relation, ma tristesse. Je raconte ma petite histoire et voilà, je la raconte, c'est tout. Je me plains, je pleure sur mon sort, etc. Bon, voilà, tout ça ferait partie de la première couche. La deuxième couche, où là on décrit quelque chose un peu plus, on est plus dans la description et dans l'idée de partager à quelqu'un ce qu'on a vécu, par exemple, et dans l'idée de transmettre quelque chose, quoi. Ça peut être aussi d'écrire un paysage, hein, ça peut être de transmettre une émotion, de faire ça, quoi. Et après il y a la troisième, et là où on transcende les 2 premières couches, et où là l'idée c'est plutôt d'écrire ou de créer quelque chose, dans le sens où on n'a pas besoin d'exprimer nous-mêmes forcément les choses, mais de par ce que l'on fait, l'auditeur ou celui qui découvre l'œuvre d'art se crée lui-même une expérience dans la tête qui permet de comprendre totalement ce qu'on a voulu y mettre. Et donc on est sur un plan un peu plus spirituel, un peu plus élevé, parce que peut-être qu'on décrit des choses avec des mots, ou bien qu'on les montre vraiment dans le physique, ça peut être une statue, ça peut être une sculpture, mais l'auditeur prend part à l'expérience et crée son propre truc. On lui mâche pas tous les mots, etc. Lui, il prend vraiment une part active à vivre l'expérience et à comprendre quelque chose, quoi. Ça se passe en lui, et c'est lui aussi qui est créateur de ce qui se passe dans sa tête. Voilà, et moi ça m'a fasciné cette approche-là, ça m'a vraiment vraiment fasciné. J'aimerais vraiment retravailler autour de ça, j'ai peut-être un peu perdu le fil de ça, je sais pas, j'ai pas encore le recul, je sais que je m'y intéressais beaucoup à l'époque de Stories of Attachment, et puis c'est un truc qui reste tout le temps dans ma tête depuis ce temps-là, et je me dis, oh quand même, quoi, c'est quelque chose, hein, on est quand même dans l'au-delà, quoi. Alors tout ce dont je parle, de ces sujets qui sont vraiment du toi et moi, de la souffrance, de s'apitoyer, raconter sa petite vie et tout ça, je trouve que c'est dans la première couche. Mais voilà, le must, c'est le troisième étage. Là, on est sur quelque chose de vraiment fascinant. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui de la musique, de l'état de la musique actuelle. C'est vraiment un avis bref là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire encore, je pense. Et pour finir sur une note un peu plus d'ouverture, je dirais qu'en fait, finalement, quand la musique nous plaît ou quoi, on s'en fiche un peu des détails. Et je dis ça parce que, avec un collègue musicien, avec un ami musicien que j'ai rencontré sur Arras au hasard des promenades, on s'échange des liens pour faire découvrir nos goûts musicaux. Et je lui ai partagé un album d'un groupe qui s'appelle Solaris, et qui fait du rock progressif, un peu mystique, mystérieux, très un peu ésotérique même limite. Mais c'est vraiment pour moi épique, c'est très inspirant. Et lui, ça lui a pas plu tant que ça, parce que le son de la batterie l'a dérangé. Et je me dis, ouais, on peut pas s'arrêter à ça. C'est un élément parmi tant d'autres, parce que l'album est tellement, pour moi en tout cas, hein, après c'est chacun ses goûts, mais pour moi l'album est tellement génial que ça m'a même pas percuté l'esprit de m'attarder à des détails, justement. Ça m'a pas vraiment percuté l'esprit. C'est l'œuvre entière dépassait l'individualité de chaque élément. Donc voilà, c'est pour dire que en gros, on peut se laisser dépasser par une œuvre entièrement, mais voilà, là on parle quand même d'œuvre d'art, quoi.
Voilà, j'espère que cette discussion vous a plu, vous pouvez m'en dire votre avis, si vous avez des exemples. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.